Quelle est la place des femmes en sciences aujourd'hui? La situation s'est bien sûr améliorée depuis les dernières décennies, mais il reste encore un bout de chemin avant d'atteindre l'équité. Des statistiques montrent qu'il existe un grand écart entre les hommes et les femmes. Entre autres, que les hommes choisissent beaucoup plus de carrières scientifiques que les femmes. L'un des facteurs qui expliquerait cela serait un manque de modèles féminins pour les jeunes filles. Mais ce ne sont pas les modèles qui manquent. J'ai été, lors de ma formation, en contact avec plusieurs femmes chercheurs d'exception. C'est pour mettre toutes ces femmes en valeur qu'un groupe d'étudiants et d'étudiantes du Centre intersectoriel en santé durable de l'Université du Québec à Chicoutimi a eu l'idée de mettre sur pied un projet que nous vous présentons aujourd'hui, Lumière sur les femmes en sciences. Afin de vous les faire connaître davantage, nous souhaitons vous présenter des femmes au parcours scientifique remarquable mais souvent méconnu, et pourquoi pas encourager et inspirer les jeunes scientifiques de demain. Dans chaque épisode, nous vous présenterons le portrait de deux femmes de notre époque ou du passé, en plus de vous présenter une entrevue réalisée avec une chercheure travaillant actuellement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous vous présenterons le portrait de Marcel Gauvreau et Marie Henning. Mais tout d'abord, Alexandre Tremblay a reçu en entrevue Élise Duchesne, professeure à l'unité d'enseignement en physiothérapie de l'Université du Québec à Chicoutimi. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Lumière sur les femmes en sciences. Alors, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Qu'est-ce qui vous a amené à vous diriger vers une carrière en sciences? En fait, au départ, moi, j'avais orienté ma carrière vers le secteur de la santé. Donc, j'avais fait un bac en physiothérapie. J'étais une ancienne athlète à ce moment-là, donc je fréquentais beaucoup les physios, les cliniques de physio. Donc, j'avais un intérêt particulier vers ça. Puis, lors de ma première année en physio, j'ai fait un stage d'été en recherche. Il y avait un chercheur qui offrait là, des opportunités de ce genre-là. Fait que je dis, bon, mais pourquoi pas, je vais essayer. Puis là, je me suis mis le doigt dans l'engrenage. J'ai fait mon premier stage d'été. J'ai adoré ça. Puis après ça, ça m'a vraiment donné une vision différente de tout le restant de mes études au bac. Puis j'ai fini mon bac en me disant, puis dans le temps, là, un bac, c'était professionnalisant. Donc, j'étais physiothérapeute à la fin de mon bac. Puis j'avais comme une espèce de sentiment de... Je voulais aller plus loin, il y avait des questions qui n'avaient pas été répondues. Puis, tu sais, la physio, c'est une science qui est relativement jeune. Fait qu'il y avait beaucoup de recherches, c'était très effervescent au niveau de la recherche. Puis pendant mon bac aussi, j'avais fait 2 autres stages d'été. Fait que, tu sais, j'avais pas juste mis le doigt un peu dans l'engrenage. Je l'avais mis pas mal. Donc, après mon bac, j'ai décidé de faire une maîtrise. Puis, pour être honnête aussi, à ce moment-là, je jouais au volleyball dans le club de volleyball Rouge et Or. Puis, on avait le droit à 5 ans d'éligibilité. Puis, mon bac, c'était 4 ans. Fait que là, j'avais comme une petite année, tu sais, que je pouvais faire pratiquer encore mon sport. Fait que j'ai combiné ma passion du volleyball avec ma passion ma nouvelle passion pour la recherche pour démarrer une maîtrise, en me disant que je ne ferais jamais de doc. Puis, après avoir fait mes 2 années de maîtrise, bien, j'aimais vraiment ça. Fait que j'ai poursuivi sans poser de questions au doctorat. Donc, c'est ça qui m'a amené. C'est le sport, en fait, qui m'a amené là où je suis rendue. Ça a-tu une influence pour vous, dans le fond, d'être une athlète comme ça? Puis, par rapport à votre carrière, un peu, des choses que vous avez apprises dans le sport qui s'appliquaient dans votre carrière? Oui, vraiment. Premièrement, tout ce qui est... Bien, aujourd'hui, là, tout ce qui est, mettons, compétition, déposer une demande de subvention, être en compétition, gagner, perdre, puis se relever les manches, puis en redéposer une autre, puis finalement se rendre compte au bout d'une année qu'on en a déposé 20, puis qu'il y en a une qui a été financée. Donc, oui, ça a fait partie de mon apprentissage. Mais ça m'a aussi aidé, surtout quand on fait un sport de haut niveau, puis que du jour au lendemain, ce sport-là arrête. Puis moi, c'était fait dans une structure académique. Là. J'ai toujours fait le volleyball en même temps que mes études. Mais souvent, quand la carrière sportive arrête, c'est un deuil. Pour des athlètes, ça se prépare, là, une après-carrière. Mais moi, en fait, j'ai préparé mon après-carrière en finissant ma maîtrise puis en plongeant dans un doc. Fait que je me suis comme replongée dans quelque chose, un autre gros projet. Fait que ça m'a aidé aussi à faire cette transition-là qui s'est faite tout naturellement, je te dirais. Ça n'a pas créé de vide, dans le fond. Oui, exactement. Non, ça a rempli les cases horaires. Okay. Comment assurez-vous votre rôle en tant que chercheuse de genre féminin dans votre environnement? Pour être une chercheure en santé, je suis quand même dans un domaine de la recherche où il y a une présence féminine qui est assez importante. Au niveau de la clinique, là, tout ce qui est domaine de la santé, là, il y a beaucoup de femmes quand même. Donc, ça se retrouve là, quand même au niveau de mes collègues universitaires, mais il y a quand même une différence. T'sais, on voit plus d'hommes que de femmes, mais je ne suis pas dans un secteur comme génie ou un secteur où il y a vraiment une proportion d'hommes plus importante. Là. Donc, comment je le vis, en fait,
pour moi, c'est comme naturel. Je me suis jamais posé la question, puisque je suis une femme, est-ce que je peux aller dans ce secteur-là? Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des enjeux liés à ça, mais au moment où j'ai fait mon cheminement, mais c'est pas des questions que je me suis posées. Donc, je suis comme atterrie là en me disant que bien, je suis un humain, comme n'importe quel humain. Donc, j'ai fait ma carrière, mais c'est plus aujourd'hui là, que je comprends là, les subtilités. Là. Avez-vous déjà rencontré des difficultés dans votre cheminement parce que vous étiez une femme? Bien, en fait, je commence à m'en rendre compte. Je pense que c'est pas conscient chez la plupart des gens. J'ai fait plusieurs formations là, quand on dépose des demandes à des organismes subventionnaires comme les Instituts de recherche en santé du Canada, par exemple. Il y a des petites formations qu'on doit suivre sur les biais, sur quand on évalue une demande, on est biaisé par quoi. Puis, en suivant ces formations-là, je me suis comme rendu compte que, tu sais, moi, comme n'importe qui, on a vraiment on a des biais, OK? Puis souvent, sont très inconscients. Donc, je fais ce parallèle-là à plus grande échelle. Là. On voit dans les statistiques là, que les femmes sont moins financées, que c'est souvent plus long pour une femme à obtenir un financement majeur, que c'est plus long pour obtenir la titularisation ou encore qu'il y en a moins. Donc, les statistiques parlent. Là. Mais je ne peux pas dire que je l'ai vécu directement comme un affront, mais par contre, je pense que je fais partie d'un système où que c'est plus ou moins conscient chez bien des gens, puis que c'est ça qu'on doit travailler. Là. OK. Puis, je sais pas si vous êtes au courant, mais avec les statistiques que vous mentionnez, est-ce qu'on voit une tendance que ça s'améliore dans le temps aussi? En fait, les organismes subventionnaires mettent beaucoup d'efforts pour créer la parité. Donc, premièrement, ils publient leurs statistiques, donc c'est déjà là, on est au courant. Puis, il y a beaucoup aussi là, de mécanismes qui sont mis en œuvre pour arriver à cette parité-là. Donc, est-ce qu'on est rendu là présentement? Je pense pas avec les statistiques que je vois, mais au moins, c'est reconnu, puis il y a des mécanismes là, mis en œuvre pour assurer qu'on va y arriver. Marcelle Gauvreau est une femme d'exception qui a rayonné de par ses nombreux ouvrages et ses connaissances en botanique, mais également pour ses nouvelles méthodes d'apprentissage qui allaient à l'encontre des normes de l'époque. Née le 28 janvier 1907 à Rimouski, elle fait partie d'une fratrie de 10 enfants. À l'âge de 2 ans, elle quitte sa ville natale pour aller s'installer à Montréal. Elle connut une scolarité rythmée par les problèmes de santé. En 1917, alors âgée de 10 ans, elle contracte la poliomyélite. 7 ans plus tard, elle est touchée de la tuberculose, ce qui la contraint à arrêter les études. Entre-temps, son père achète une maison d'été à Rivière-Baudette. Ce contact avec la nature lui permet de reprendre des forces. Elle s'inscrit en 1929 à l'Université de Montréal en lettres et en philosophie, mais son goût pour la nature la contraint à changer de voie. En 1930, elle participe à un concours d'herbier organisé par les journalistes du Devoir pour les élèves de secondaire. Son herbier a retenu l'attention du jury, mais comme elle n'était plus au secondaire, elle s'est vue décerner un prix d'honneur. Sa passion pour la botanique venait de naître. Un des membres du jury, le botaniste et enseignant Marie Victorin, fut impressionné par son travail et la poussa à s'inscrire à l'Université de Montréal, à l'Institut botanique. En 1932, elle obtient 2 certificats, le certificat de botanique générale et le certificat de botanique systémique. L'année suivante, elle obtient sa licence en sciences naturelles puis termine son parcours avec une maîtrise sur les algues marines du Québec. En 1935, avec l'aide de Marie Victorin, elle fonde l'École de l'éveil, basée sur une nouvelle méthode d'apprentissage. Marcelle Gauvreau fit un travail de vulgarisation des plus remarquables. Elle rédigea des livres, des glossaires, des revues mensuelles et des brochures. Elle fut également chroniqueuse pour Radio-Collège et Radio-Canada et réalisa quelques documentaires pour la télévision. Ainsi, elle a pu faire découvrir l'univers de la botanique à un grand public. En 1941, elle devient membre du conseil d'administration de la Société de pédagogie de Montréal. Puis, toujours animée par une soif de connaissances, elle s'inscrit en 1950 à des cours d'astronomie où elle étudie jusqu'à devenir présidente du chapitre de Montréal de la Société royale d'astronomie du Canada. Elle continua à déposer de nombreuses publications en botanique, en astronomie et un dernier mémoire sur les algues du Saint-Laurent qu'elle déposa en tant que présidente de la Société canadienne d'histoire naturelle en 1956. Elle ouvrit également 5 autres écoles de l'éveil. Marcelle Gauvreau est décédée le 16 décembre 1968 à l'âge de 61 ans. Très peu de choses sont documentées sur la fin de sa vie. Nous retenons que c'était une femme passionnée qui avait à cœur de transmettre son savoir et de mettre en avant la beauté de la nature. En quoi ça consiste, vos travaux de recherche sur la dystrophie myotonique de type 1? L'objectif principal, c'est vraiment de développer des interventions
pour les personnes qui sont atteintes parce que c'est une maladie qui est incurable. Moi, avec mon passé de physio, bien, je travaille en réadaptation. Fait que c'est vraiment d'aller développer des interventions de réadaptation puis d'aller évaluer l'efficacité de ces interventions-là. Puis je les évalue autant au niveau fondamental qu'au niveau vraiment clinique. Puis ce que ça permet de faire, c'est qu'après ça, tout ça peut être repris en développant des connaissances au niveau fondamental dans des essais cliniques de plus grande envergure où, justement, la journée qu'on va tester une molécule, bien, on va être capable de dire, bien, si je prends un bout de muscle ou si je prends un échantillon sanguin, on va avoir démontré tel marqueur qui peut être modulé positivement par l'exercice ou par la molécule donnée. Donc, ça va nous démontrer que la personne s'est améliorée, par exemple. Je m'inscris dans d'autres projets qui sont déjà en cours au niveau, par exemple, d'évolution naturelle de la maladie. Donc, les gens, comment ils vivent? Donc, ils ont l'âge du diagnostic, bon, dépendamment du phénotype, mais mettons à 25 ans. Mais entre 25 ans et 60 ans, qu'est-ce qui se passe? Comment la fonction musculaire décline? Comment on est capable de bien évaluer certains éléments bien précis de la fonction musculaire. Donc, on fait un travail à ce niveau-là également. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler justement sur les maladies neuromusculaires qui sont présentes au Saguenay-Lac-Saint-Jean et ailleurs? Lors de mon embauche ici, j'ai rencontré le groupe de recherche qui travaillait en fait sur la caractérisation là, des maladies. Puis au niveau du muscle, il y avait vraiment des tests physio qui étaient faits, là, les tests standards, mais il n'y avait aucune étude fondamentale du muscle. Donc avec mon background là, en fondamental, bien, c'est là qu'on a eu l'idée de prendre une petite biopsie du muscle, d'être capable de développer des indicateurs fondamentaux et aussi de les lier à la grande batterie de tests qui était déjà faite là, au niveau physio. Donc, c'est vraiment ça qui m'a amenée. Puis, je me rappellerai toujours, il y a un collaborateur de Québec qui est un pneumologue qui fait de la recherche là-bas, qui est venu pendant ses 2 semaines de vacances, parce qu'il est originaire de la région. Il est venu pendant ces 2 semaines de vacances pour apprendre à 2 médecins de la région la technique de biopsie musculaire. Donc, on avait comme un projet qui avait eu lieu. Fait qu'on a fait un amendement éthique. On a dit, by the way, on va faire des biopsies. Puis lui, il est venu, il nous a tout montré ça. Puis à partir de ce moment-là, ça l'a jamais arrêté. Là. Aujourd'hui, on a plus de 150 biopsies musculaires de faites là, dans différents patients dans un espace d'à peu près 6 ans. Là. Vous faites partie de 2 groupes de recherche, soit le groupe interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires et le centre de recherche Charles-Lemoine Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quel rôle est-ce que vous occupez dans ces groupes-là? Au niveau du groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires, ça, c'est vraiment mon groupe de recherche principal. Donc, mon day-to-day, il se passe là. Pour le centre de recherche Charles-Lemoine, en fait, c'est vraiment via mes activités au CIUS, donc à l'hôpital. Moi, en fait, je travaille avec des patients. Là, donc, je suis toujours avec les patients, ou en tout cas, du moins avec les échantillons musculaires que j'ai récoltés chez ces patients-là. Donc, j'ai vraiment besoin de cette clientèle-là. En fait, je prétends être capable de les aider, mais eux m'aident tout autant là, dans le développement là, de ma programmation de recherche. Donc, c'est un centre de recherche qui est lié au CIUS de Saguenay-Lac-Saint-Jean et au CIUS de Sherbrooke, je dirais, là, avec une certaine délocalisation. C'est quoi un peu la dynamique, justement, de travailler dans un groupe de recherche comme ça? Là? C'est très riche, hein, parce que de travailler dans un groupe de recherche, premièrement, tu es confronté. Là, tu sais, quand tu écris une demande dans ton bureau, là, tu penses tout le temps que tout est bon, tout est beau, puis tu es prêt à l'envoyer, puis là, tu soumets ça à la critique avec des gens qui sont proches de toi, puis c'est là que tu te rends compte que tu n'étais pas prêt. Là. Donc, de se soumettre à la critique avec un groupe de recherche avec qui tu travailles sur une base quotidienne, c'est vraiment important, en fait. Là. La compétition est tellement élevée que, en tout cas, il faut que tu sois vraiment bon, puis moi, je ne prétends pas avoir ce talent-là, là, mais pour être capable de faire de la recherche par soi-même, là, je pense que c'est un temps qui est révolu. Puis, c'est pas le modèle qui a été bâti ici, là, en raison du petit nombre de chercheurs puis du grand besoin de la population. Là. Donc, c'est un modèle très collaboratif qui a été mis sur pied puis dans lequel je me suis insérée et que je suis bien aussi. Donc, comme je te disais tantôt, j'aime ça travailler en équipe. Donc, les avantages, c'est ça. C'est vraiment d'être soumis à la critique. On a tous nos étudiants se côtoient. On échange des services de professionnels de recherche. Toute notre équipe développe des expertises qui sont variées et complémentaires. Donc, moi, ça m'enlève un gros poids de ne pas être obligé d'être capable de tout faire. Donc, il y a des gens qui sont là, pour nous supporter là-dedans. Puis au niveau des étudiants, là, j'y reviens là, parce que c'est important aussi. Là, il y a vraiment une vie scientifique qui s'installe. Puis ça, c'est beaucoup plus riche que de faire sa petite chose dans son bureau sans jamais côtoyer d'autres étudiants. Est-ce que vous pensez que c'est un avantage pour le groupe de recherche en général d'être au Saguenay-Lac-Saint-Jean par rapport, admettons, à s'il serait à Montréal ou à Québec? Dans certaines populations, comme la dystrophie myotonique de type 1, on a le plus gros bassin au monde. Donc, ça nous permet de faire des études de plus grande envergure, puis avec un recrutement qui est
qui est assez facile comparativement à d'autres endroits dans le monde, puis aussi à coût moindre. Il y a d'autres endroits qu'ils font venir des patients, bien, les patients sont à minimum 200-300 km. Fait que des fois, c'est l'avion, des fois, c'est un transport à défrayer. Nous, au pire, sont dans le haut du lac Saint-Jean. Donc, tout se fait assez facilement. Là. J'ai déjà fait un protocole où les personnes venaient s'entraîner ici au centre sportif de l'UQAC. Bien, les gens, on était capable de recruter des gens qui habitaient à Jonquière puis à Chicoutimi. Fait que, ils prenaient la voiture, ils prenaient l'autobus, ils venaient s'entraîner. Donc, ça permet de faire ce genre de projet de recherche-là pour 25 000 par exemple. Alors que si ça avait été fait en Europe, bien, ça aurait probablement coûté 250 000. Donc, ça nous permet ce luxe-là. Puis, je le dis parce que à chaque fois qu'on va en congrès et qu'on présente nos études, il y a tout le temps une jalousie de la part de certains autres chercheurs qui sont comme... Vous avez recruté 10 patients qui ont eu des biopsies musculaires, puis tout a été correct. Oui, ils sont super volontaires, nos patients, ils veulent, sont impliqués, ils connaissent la recherche. À chaque année, ils se font expliquer les travaux qu'on fait, fait qu'ils font vraiment partie de la communauté. Là. On a même des patients partenaires aussi. Donc, c'est des patients qui ont comme un statut de co-chercheur. Fait qu'on les invite à des tables de discussion quand on veut démarrer un projet. On a leur avis parce qu'on a bien beau connaître tout de la maladie. On ne vit pas avec la maladie. Eux, oui. Fait qu'ils sont vraiment bons. Ils nous donnent de précieux conseils. Est-ce que vous travaillez aussi sur d'autres maladies que celle-là, comme par exemple l'ataxie? Ou... Oui. Je travaille aussi sur l'ataxie récessive cytosomique spastique de Charlevoix-Saguenay. En fait, là, c'est pas mon projet principal, mais je me suis insérée dans l'équipe au niveau de l'étude de la fonction musculaire pour évaluer l'évolution naturelle de la maladie, l'histoire naturelle de la maladie, en fait. Donc, la maladie est étudiée à plusieurs points dans le temps, puis il regarde comment évoluent les différents systèmes, comment évolue la participation sociale, puis il y a des sous-analyses qui sont faites là, à l'intérieur là, des données recueillies pour aller répondre à des questions plus spécifiques là, qui sont en dehors de l'évolution. Là. Mais oui, je travaille sur l'ARSAC qu'on appelle et aussi nouvellement sur la DMOP, c'est la dystrophie musculaire oculopharyngée. Donc, on va resoumettre encore une demande de subvention aux IRSC pour ça d'ici 2 semaines pour aller étudier aussi l'histoire naturelle. Marie-Annick est une paléontologiste et anatomiste née en 1799 et originaire de la ville de Limrégis, en Angleterre. À 11 ans, suite au décès de son père, elle se met à la chasse aux fossiles avec son frère et sa mère afin de subvenir aux besoins familiaux. Son père Richard Anning et sa mère Mary Moore eurent 10 enfants, mais seulement Marie et son frère Joseph Anning atteignirent la maturité. La découverte du premier fossile de Marie Anning en 1810 est d'ailleurs parfois attribuée à son frère. En 1817, le lieutenant-colonel Thomas Birch décida de venir en aide. Il acheta une grande partie de leur collection, la vendit aux enchères et leur fournit l'argent. Ceci aida grandement la famille qui souffrait de plusieurs dettes. Toute sa vie durant, Marie Anning rechercha et collectionna les fossiles qui firent sa renommée. C'est d'ailleurs en fouillant les falaises de son lieu de naissance, Limrégis, qu'elle découvre plusieurs gros spécimens de reptiles datant du début de la période jurassique. En 1824, elle découvre un très gros spécimen de pléiosaures particulièrement bien conservé. Ce spécimen fut authentifié par Georges Cuvier, un zoologiste français. Ceci a permis d'attirer l'attention de la communauté scientifique sur les découvertes de Marie Anning et de sa famille. C'est ainsi qu'elle acquiert une réputation qui lui permet de travailler avec plusieurs paléontologues et géologues reconnus. Grâce à son apport à la paléontologie et à l'anatomie, elle reçut en 1830 une rente annuelle de la Birch Association for Advancement of Science. Elle est par la suite élue membre honoraire de la Société géologique de Londres en 1847. Elle décède la même année des suites d'un cancer du sein à l'âge de 49 ans. C'est en 2010 qu'elle fut reconnue par la Royal Society comme étant l'une des 10 femmes en sciences les plus influentes de l'histoire britannique. Il faut souligner les capacités autodidactes remarquables de Marie Anning. C'est en effet par elle-même qu'elle acquit toutes les connaissances sur la géologie, l'anatomie, la paléontologie ainsi que sur la manière de produire des illustrations scientifiques. Au cours de sa vie, plusieurs de ses découvertes furent attribuées aux acheteurs de ces dernières. Certains chercheurs la mentionnent tout de même dans leurs travaux. Elle est ainsi une femme scientifique qui, de par ses nombreuses trouvailles, permit l'avancée des connaissances paléontologiques. Ses travaux d'excavation permirent d'élargir grandement les connaissances géologiques de la Terre et pourraient même avoir influencé le naturaliste et paléontologue Charles Darwin dans ses conclusions sur l'évolution. Quelle est selon vous votre plus grande réussite et votre plus grande fierté de votre carrière? Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quelqu'un qui m'écrit et qui dit « Bonjour, je me nomme X, je suis atteinte des M1, j'ai lu tes travaux, j'aimerais ça qu'on s'appelle. » Puis là, pour savoir qu'est-ce que je peux faire. T'sais. À chaque fois que ça m'arrive quelques fois par année, là, je raccroche, là, puis j'ai vraiment un sentiment de fierté. Puis je me dis, bien,
ce que je fais, ça aide concrètement des gens, puis on développe les connaissances pour ces gens-là. Puis, tu sais, j'ai eu la chance d'intégrer une équipe aussi interdisciplinaire, là. Donc, on couvre, tu sais, l'humain, il faut le voir dans sa globalité, là. Donc, on couvre plusieurs sphères de l'humain, là, avec plusieurs disciplines, là. L'ergothérapie, on a un neuropsy, on a un neurologue, il y a des sciences infirmières, il y a du travail social, il y a la nutrition. Donc, on couvre le continuum de façon assez complète là, chez les individus. Qu'est-ce qui vous a dirigé vers l'UQAC? En fait, c'est un concours de circonstances. Moi, je viens de Québec, mon conjoint aussi, donc on n'a pas de famille ici dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est vraiment que le programme de physiothérapie a ouvert ses portes en 2012, puis j'étais sur le point de terminer mon doctorat. Donc, j'avais postulé ici en me disant, ben ça va me faire une expérience, je vais voir un petit peu c'est quoi une entrevue de professeur universitaire. Puis, vu que c'était un nouveau programme, ben ils cherchaient vraiment des personnalités pionnières, qui n'avaient pas peur de relever des défis. Fait qu'avec, tantôt, tu me parlais de mon passé d'athlète, là. Ouais. Fait que moi, je suis arrivée là avec toute cette énergie-là, toute cette fougue-là. Puis, en fait, il y avait un poste d'ouvert qui avait été accordé. Puis, ils ont décidé d'ouvrir un autre poste pour, après m'avoir reçu en entrevue, ils ont dit il faut qu'on la retienne, il faut qu'on trouve une façon là, de la garder chez nous. Fait qu'ils m'ont offert un poste à ce moment-là. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée dans la région. Si vous aviez 3 mots pour décrire l'UQAC, ce serait quoi? C'est comme une communauté qui est serrée. Clairement, les gens s'aident pour que ça fonctionne. Donc, il y a beaucoup, le deuxième mot qui me viendra en tête, c'est beaucoup de collaboration. Tu sais, je dirais qu'à l'intérieur des chercheurs, c'est pas un esprit de compétition qu'on ressent, c'est davantage un esprit de collaboration. Nous, je vais reprendre les mots d'une de mes collègues, là, elle dit toujours « la game n'est pas ici, là, la game est au niveau du Canada puis est à l'international, c'est là qu'on veut être les meilleurs. » Donc, à l'interne, c'est pas l'endroit où il va y avoir une compétition, donc on s'aide beaucoup. Fait que je dirais une communauté serrée, il y a beaucoup de collaboration, puis aussi il y a beaucoup d'ouverture. Parce que dans certaines universités, tu arrives dans un programme d'études, puis il y a plein de personnes qui travaillent. T'sais, on pourrait, par exemple, être 12 qui travaillent sur les maladies neuromusculaires. Fait que là, toi, tu essaies de trouver ta niche, la petite niche qui reste. T'sais. Mais ici, là, il y a de l'ouverture là, pour développer un créneau de recherche très large parce qu'on n'est pas beaucoup de chercheurs. Donc, on essaye, au nombre de chercheurs qu'on est, de couvrir le plus possible pour essayer d'offrir le service, ultimement, à la population le mieux adapté. S'il y avait une chose que vous pouviez changer dans votre profession, qu'est-ce que ce serait? La reconnaissance, en fait. Je me vois comme un acteur de changement pour ça, mais ça ne peut pas se faire en claquant des doigts, là. La physio, c'est une science qui est relativement jeune. Donc, on est à l'étape de générer des données, collecter des données dans plusieurs, tu sais, ça a plusieurs créneaux, là, tu sais, il y a plusieurs personnes qui voient la physiothérapie puis disent « Ah oui, je me suis déjà fait une entorse de cheville puis j'étais allée chez le physio. » Mais il y a du cardio-respiratoire, il y a de la neuro, il y a plusieurs branches là, qui commencent à se développer là, en pratique avancée de la physio, la santé des populations, accès d'avoir un physio qui est à l'urgence pour trier. Donc, il y a plein là, de volets de recherche qui se développent. Puis, mon souhait, ça serait que je puisse vivre 60 ans plus tard pour voir où est rendue la physio. Une fois que toutes ces connaissances-là vont avoir été générées, reconnues par la communauté scientifique, reconnues par le système de santé, pour qu'on ait vraiment une place, la place qui nous revient, là, une place prédominante puis bien appuyée par les données probantes qu'on est en train de générer. Vous avez vos recherches d'un côté, vous enseignez aussi, puis ça vous permet de vous renouveler un peu plus puis que ce soit moins un peu une routine, si on veut. Oui, vraiment. Puis même un nourrit l'autre, là. J'apprends des choses. Il y a des choses de mon enseignement qui sont utiles en recherche et vice-versa. J'utilise des données de recherche des fois pour présenter à mes étudiants. Puis mieux aussi camper des principes, puis donner des exemples. Donc, oui, clairement, là, c'est d'avoir ces volets-là, là, d'avoir la chance d'avoir un emploi qui nous permet d'exploiter ces volets-là, puis aussi les exploiter dans des proportions différentes. C'est pas tous les professeurs, chercheurs à l'université qui ont les mêmes proportions. Là. On est appelé à faire de la recherche, de l'enseignement puis du service aux collectivités, mais cette proportion-là change d'une personne à l'autre, puis c'est bien correct. Puis ça change même d'une année à l'autre. Il y a une année, si on a eu un gros financement, bien c'est sûr qu'on a une composante recherche plus importante. Si une autre année, on participe au développement d'un programme, on a une composante de service aux collectivités plus importante. Le respect de ce changement de proportion-là est important entre collègues, mais aussi comme individu, là, ça fait que les semaines passent à la vitesse de la lumière. Comment est-ce que vous envisagez votre futur à l'UQAC?
Bien, ce que j'aimerais beaucoup, c'est continuer à être capable de m'insérer de plus en plus là, dans le groupe actuel, là, de consolider toutes nos expertises. On le fait déjà bien, mais on se connaît de plus en plus, puis on est capable là, de vraiment aller tirer profit l'un de l'autre. Puis aussi d'arriver à un état où d'être, justement, je parlais de créativité tantôt, là, de dire, OK, ça, on le fait bien, là, puis là, d'être capable de s'élever un petit peu au-dessus de ça, puis de dire, OK, là, c'est où les prochains projets, là? Tu sais, récemment, j'ai parlé avec un collègue de l'UQAC qui est ton directeur de, de recherche, puis on s'est parlé d'un projet, puis on s'est dit, mais mon Dieu, comment ça, on ne s'est jamais parlé de ça avant, tu sais? Parce qu'on a comme été capable de prendre le pas de recul puis de dire, hey, non, mais on est capable de développer une collaboration vraiment intéressante puis qui a une forte résonance pour la région, là. Donc, c'est comme ça que je vois mon futur, en fait. Tu sais, je veux être quelqu'un qui va avoir été important dans une équipe, pas, tu sais, moi, j'ai toujours voulu, quand je faisais mon sport d'équipe, là, je voulais jouer pour la meilleure équipe. Je voulais pas être la meilleure de l'équipe. Je voulais jouer pour la meilleure équipe, tu sais. Puis là, j'ai l'impression que je suis capable de retrouver ça ici, là, tu sais. La dynamique est vraiment forte dans la région. Donc, je suis contente de pouvoir intégrer cette équipe-là puis d'y jouer un rôle important. Puis, comme je parlais tantôt, on n'est pas beaucoup, fait qu'il n'y a pas ce sentiment de compétition-là. Au contraire, tout le monde, c'est comme, hey, viens dans l'équipe, puis on va être encore plus fort. Puis, on a une reconnaissance à l'international qui est assez importante pour de vrai, là, pour un aussi petit noyau de chercheurs, là. Sérieusement, là, il y a. Puis ça vient toute une génération de chercheurs avant moi là, qui ont développé un créneau exceptionnel. Ça, diriez-vous que c'est un avantage un peu pour l'UQAC dans le futur parce que ça devient de plus en plus à la mode en recherche de faire des travaux en collaboration? Tu sais, avant, on voyait plus des papiers qui avaient 2-3 auteurs. Maintenant, c'est la majorité du temps, on va voir des dizaines d'auteurs qui travaillent sur des papiers. Fait, est-ce que ça pourrait être quelque chose qui avantagerait l'UQAC dans le futur, ça, au niveau de la recherche? Oui, oh, oui, clairement. Clairement. Puis, tu sais, juste le fait qu'on n'ait pas 28 pavillons, là. Tu sais, moi, les personnes d'informatique, mathématiques, je sais c'est qui, je les connais, on collabore déjà ensemble. Les personnes en sciences sociales, je sais c'est qui. C'est sûr qu'on s'est déjà croisés pour organiser un événement ensemble. On n'est pas beaucoup, fait qu'on se connaît beaucoup. Fait que ça nous permet rapidement d'avoir des meilleures idées parce que, tu sais, les meilleures idées de recherche, ils se trouvent en discutant, en allant à la cafétéria ou en discutant, on appelle quelqu'un pour un autre sujet, tu sais, puis finalement, on bifurque, puis on se parle d'une idée de recherche. C'est comme ça que ça naît, là. Donc, je pense que oui, ça peut être un avantage. Merci d'avoir fait cette entrevue avec nous. C'était un plaisir. Merci à vous.